Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 812, un épisode absolument excellent pour plusieurs points. Déjà d'un point de vue animation et le reste, on est dans le normal pour un épisode de ce type. C'est un épisode de transition pour moi, il vient mettre en place énormément d'informations qui seront importantes pour la suite. On a une nouvelle suite Commander qui vient d'arriver, on a des informations sur les héros de Poneglyph, il y en a 30, putain il y en a 30, je savais pas qu'il y en avait autant. Luffy est en prison et Big Mom a une putain de collection. Bref, encore une fois, plein de choses à dire, donc on va pas perdre de temps. C'est parti pour la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 812. On va commencer par parler des poneglyphes. Alors là, accrochez-vous, ça va être un petit peu long, mais on va en profiter pour faire justement un point sur les poneglyphes qui existent et celles qui n'existent pas. Tabago nous a dit qu'il existe en tout 30 poneglyphes qui sont différenciés en plusieurs types. On a le premier type qui est les road poneglyphes, elles sont au nombre de 4, elles permettent d'atteindre Raftel, c'est-à-dire qu'elles donnent la localisation de Raftel. On en a une qu'on avait vue qui était sur Zoo, on sait qu'il y en a une chez Big Mom, et il y en a une troisième qui est sur Wano Kuni, c'est Kaido qui la possède, et il en existe donc une quatrième, mais la quatrième on ne sait pas où elle est. Il y a des théories qui sont faites comme quoi qu'elle serait peut-être par le gouvernement mondial, chose que je ne pense pas, parce que ça voudrait dire qu'on devrait combattre le gouvernement mondial et peut-être aller à Marijoa pour pouvoir l'avoir, donc ce serait vraiment trop dangereux. Après, il y en a certains qui disent qu'elle est peut-être avec Shanks, ça serait quand même une très très bonne idée, parce que Shanks en un sens serait ainsi le gardien de la volonté de Gold D. Roger, qui a été avec lui au niveau de Raftel. Et après, est-ce qu'elle est peut-être dans un autre pays et qui serait une excuse pour y aller? Donc vu qu'on entend parler de Elbaf depuis très longtemps, et bien peut-être que la quatrième road poneglyph est sur Elbaf. Encore une fois, il y a plein de théories là-dessus, donc je vous invite à faire des petites recherches sur le net. Après, on a une autre catégorie de poneglyphes, c'est tout simplement les Rio poneglyphes. Enfin, c'est les poneglyphes, ils sont au nombre de 9, qui sont assemblés et permettent d'obtenir le Rio poneglyph. Et le Rio poneglyph, c'est les informations par rapport au siècle oublié. Mais ce qui est vraiment important, c'est-à-dire que si tu vas sur Raftel, mais que tu n'as pas assemblé le Rio poneglyph, eh bien ça ne sert à rien d'aller sur Raftel, parce qu'il y a sûrement un message qui est détenu par ce Rio poneglyph qui permet une ouverture, qui permet quelque chose au niveau de Raftel. Donc là, si on fait le compte, on a 4 road poneglyph et 9 poneglyphes qui forment le Rio poneglyph, donc ça fait un total de 13 poneglyphes, et comme on sait qu'il en existe 30, ça fait qu'il y en a encore 17 qui doivent bien servir à quelque chose. Alors parmi ces 17 poneglyphes, il y en a de deux types. Il y a les poneglyphes qu'on va appeler antiques, qui sont justement des informations par rapport aux armes antiques, et après les autres poneglyphes, c'est des poneglyphes d'information. Là on en a eu quelques-uns. On a eu un au niveau de... Alors attention, je fais cette tête. On en a eu un au niveau d'Alabasta qui a donné la position de Pluton, ou des informations sur Pluton, enfin il y a un truc des deux. Après il y en avait une au niveau de Skypia qui était dans la cloche d'or, qui donnait des informations sur Poséidon. Donc ça c'est les deux. On n'a pas encore eu d'informations, on n'a pas encore eu de poneglyphes qui ont donné des informations sur l'arme antique Uranus. Et après il y a eu différentes petites poneglyphes. Il y a eu la poneglyphe par exemple qui était au niveau de Hara, mais celle-là elle est plus à classer dans celles qui vont former les Rio poneglyphes. Après il y en a eu une autre qui était sur l'île des hommes poissons, qui était un message d'excuse de Joy Boy par rapport à l'arche de Noé, ou de Noah, un truc comme ça. Et après, on a eu une autre qui a été montrée dans un flashback de Robin, et ça encore une fois, c'est peut-être une information, une poneglyphe d'information. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire, le doc t'as oublié une qui était très importante, c'est qu'au niveau d'Alabasta, il y avait 2 poneglyphes, et oui il y en avait une dans une crypte où sont tombés Zoro, Chopper et Luffy, sauf que cette poneglyphe, enfin ce poneglyphe a été montré dans l'anime mais n'a pas été montré dans le manga, et moi je me base sur le manga pour vraiment faire les théories, pour vraiment faire les explications. Donc si la chose n'est pas dans le manga, pour moi elle n'est pas canon à l'histoire. Alors maintenant, est-ce que dans l'anime ils ont demandé l'autorisation à Eiichiro Oda pour utiliser cette poneglyphe? Je ne sais pas, mais si un jour dans le manga on a un flashback dessus, là son existence serait vérifiée. Et il reste encore 2 poneglyphes dont je n'ai pas parlé, c'est 2 poneglyphes qui sont en possession en plus de la road poneglyph par Big Mom. Il y en a une qui était déjà là avant, comme l'a dit Tamago, et il y en a une autre qui a été donnée par Jinbe. Et pour ceux qui ne font que suivre l'anime et qui ne lisent pas le manga, eh bien cette poneglyph
qui a été rapportée par Jinbei, on la voit dans une mini-histoire justement de Jinbei. Donc encore une fois, il y a plein de mini-histoires qui sont en préparation, enfin en première de page par rapport au chapitre manga, et je vous invite à aller sur le forum ou sur le site La Volonté de Di, vous tapez Poneglyph, vous tapez mini-histoire et vous verrez toutes les mini-histoires, parce que vous verrez, il y a quand même des informations qui sont hyper importantes, et encore une fois, une petite information sur Eneru qui est arrivée sur la Lune. Alors, comme nous l'explique le baron Tamago, les rots de Poneglyph, c'est vraiment important pour pouvoir atteindre Raftel et pour pouvoir devenir le seigneur des pirates. Donc, la personne qui a un rot de Poneglyph a un avantage par rapport aux autres. Et la surveillance de ces poneglyphes a été accentuée. Pourquoi? Parce que Tamago a eu l'information que Pedro était ici, et Pedro est venu il y a 5 ans pour voler ce rot de poneglyph, et donc Tamago est vraiment quelqu'un de très réfléchi, et il ne veut pas laisser les choses au hasard, il ne veut pas sous-estimer les personnes. C'est pour ça qu'il a demandé à une certaine personne de venir pour protéger les poneglyphes, et cette personne n'est autre que le nouveau Sweet Commander, c'est-à-dire Smoothie. Alors Smoothie, c'est la troisième Sweet Commander qu'on connaît. La première, c'était tout simplement Crackers. Après, on a eu l'information par rapport à un nom de viande. Je ne me rappelle plus du tout le nom de... Snack, oui, c'est ça. Et le snack maintenant qui est complètement out. Et après, on a Smoothie qui est ici. Et on va en avoir un quatrième qui va être annoncé plus tard. Vous, si vous suivez le manga qui est en version française, vous savez qu'il y a une petite polémique par rapport à son nom qui est Katakuri en japonais. Et ils ont traduit ça littéralement parce que c'est la traduction latérale par Danchan. Je ne vais pas y revenir dessus. Hein, il y a assez de vidéos qui ont été faites là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour une fois, on a un personnage féminin qui a l'air quand même assez haut gradé et qui a une prime de 932 millions de berries. Donc la prime de Smoothie est plus importante que celle de Crackers. Maintenant, est-ce que Smoothie est plus puissante que Crackers? Peut-être, on ne sait pas, il faut encore garder à l'esprit que les primes ne sont que des éléments fournis par le gouvernement mondial qui jugent la dangerosité du personnage. Donc ça veut dire que pour le gouvernement mondial, Smoothie a commis plus de crimes que Crackers. Donc là vous avez la petite information, et je trouve que le design qui lui a été donné dans l'anime vient sublimer ce personnage féminin. On en a vu un petit peu traîner sur Twitter. Pandart, un petit coucou à toi par rapport aux images que tu avais données. Et ce personnage, moi je l'aime bien. Encore une fois, je trouve que Ishiroda ne met pas assez en avant des personnages féminins. On n'a qu'un seul empereur qui est féminin, c'est Big Mom, et encore une fois l'apparence de Big Mom est assez bizarre, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc encore une fois, de mettre un personnage avec une prime de presque 1 milliard de berries féminin, je trouve que c'est une bonne idée d'Ishiroda. Maintenant, il faut savoir comment elle va être traitée. Ça, c'est une très bonne question. Et parlons justement de traitement. Pour ceux qui lisent le manga, je ne sais pas si vous avez vu la petite allusion qu'il y a eu, qui était vraiment sympa. C'est dire que quand Tamago il parle de Pedro, on voit qu'il remet sa lunette en place. Vous avez compris ce que je veux dire? Et l'un des buts de l'infiltration des Mugiwara au niveau de Toadland, c'est de récupérer Sanji, mais c'est aussi de faire une copie des poneglyphes. Et là, Brook a toute son importance. Comme j'avais déjà expliqué il y a longtemps, il était nécessaire parce qu'il permet cette infiltration sans se faire détecter grâce à son âme qui sort de son corps. Et à la fin, quand tu le vois parler à Pedro et que tu le vois sérieux mettre ses lunettes, avoir les bras croisés et dire que on a déjà atteint un certain niveau et on ne pourra plus arriver ici si on part puis que si on revient quelques jours plus tard, donc c'est bien maintenant qu'on doit choper les copies des poneglyphes. Et là il demande à Pedro s'il veut bien entre guillemets servir d'appât, parce que oui, vu que c'est Pedro qui est déjà venu une fois voler les poneglyphes, dès que les gens vont le voir, ils vont essayer de le capturer. Et il a l'air d'avoir un petit truc aussi avec le baron Tamago, parce qu'il met vraiment l'accent sur Pedro. D'ailleurs, on apprend encore une fois, on a la confirmation de l'histoire de Pedro, comme quoi il avait été capturé par Big Mom, enfin qu'il avait été capturé justement quand il était venu, et c'est grâce à Pecoms qu'il a réussi à s'en sortir. Donc là encore une fois, il y a une information, une corrélation qui vient mettre en évidence l'intérêt de Pedro pour cet arc. Et moi, ce qui me fait super plaisir, c'est de voir une utilisation de Brook qui est différente
de l'utilisation qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que c'est toujours un personnage secondaire dans l'équipage, il est toujours en retrait, il a deux fois 2-3 moments de bravoure avec son épée, mais c'est surtout un comique de référence avec Chopper et avec Usopp, et quand on voit le traitement qu'a eu Usopp au niveau de Dressrosa, eh bien on ne peut que croiser les doigts et espérer le même traitement pour Brooks au niveau de Toadland. Maintenant on va passer sur la grosse information qu'on a eue dans la deuxième partie de cet épisode, c'est tout simplement le pouvoir de Mondor. Je trouve que Ichiroda est très intelligent pour l'utilisation des fruits des mondes, surtout quand on n'y pense pas. Là, on avait vu dans l'épisode précédent une utilisation du pouvoir de Mondor, c'est-à-dire qu'il avait réussi à enfermer Luffy mentalement dans des livres avec des contes, il s'en prenait plein la tête et tout ce qui se prenait dans son mental était répercuté sur son physique. Et je trouvais ça vraiment excellent, le fait aussi qu'il soit en l'air, qu'il vole avec des papiers, c'était vraiment très très bon. Et là, de voir qu'il y a deux choses. Premièrement, non, une seule chose, mais qui est différenciée en deux trucs, c'est-à-dire que premièrement, tu as une prison qui est en forme de livre, c'est absolument fou. C'est-à-dire que Luffy et Nami, et d'ailleurs vous voyez Nami comment elle est dans le livre, ça fait un petit peu livre 3X, tu le vois prisonnier, il peut même pas se défaire du clou qu'il a dans la main, ça montre un petit peu le pouvoir que possède Mondor, et ce qui est vraiment bien c'est que quand le livre est ouvert, il y a une profondeur dans le livre où on voit bien qu'ils sont comme dans une prison, et quand il ferme la page, la profondeur de la prison se referme en une seule page pour ouvrir une profondeur sur les autres pages qui sont derrière. J'ai trouvé cette idée vraiment bien. Il y a des corrélations entre le manga et l'épisode. Par contre, à un moment, quand on fait attention, qu'on voit qu'il y a une page qui tourne, on voit qu'il y a marqué Amiral. Est-ce qu'il y a des personnes de la marine qui sont enfermées à l'intérieur? Ça serait absolument fou. Ça reprend un petit peu ce qu'il y a eu au niveau de Dressrosa quand on s'est aperçu que Sugar avait réussi à transformer des personnes de la marine en bonbons. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Et ce qui est vraiment excellent aussi, enfin non, ce qui n'est pas excellent, c'est que encore une fois, on a une information qui est montrée par l'anime, qui n'est pas dans le manga, parce que j'ai repris le chapitre et on n'a pas de, c'est pas marqué Amiral. Parce que vous imaginez la puissance du pouvoir de mettre une personne comme un amiral dans un livre comme ça. Alors maintenant, est-ce que c'est plus un titre que c'est donné à un pirate un peu comme Orlambus? Ça, on ne sait pas trop. Mais encore une fois, s'il y a un amiral qui est piégé là-dedans, ça serait absolument fou. Oui, ça serait absolument fou. La deuxième chose, c'est que les livres que fait Mondor servent aussi de collection pour Big Mom. Big Mom est un petit peu comme moi, elle aime bien collectionner des objets, sauf que elle, c'est pas des jouets, des figurines ou des documents qu'elle met dans des cadres, dans des livres ou qu'elle met dans des vitrines. Non, c'est des personnes, des humains, des animaux, des trucs vivants qu'elle punaise un peu comme ceux qui ont déjà, j'aime pas trop, mais ceux qui ont des cadres avec à l'intérieur des araignées, des papillons qui sont punaisés puis après qui sont montrés. C'est un truc de taré. Mais là, ce qui est encore pire, c'est que les gens, enfin les créatures sont dans le livre et ne vieillissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à être perpétuellement ici. C'est horrible. Je sais pas si vous imaginez le calvaire, la cruauté de la chose. Et Big Mom, elle ouvre et elle présente sa collection comme un enfant qui va présenter sa collection d'images Panini à tes parents en disant ouais super, j'ai eu mes nouvelles images et tout, je les colle. Ça c'est pour les vieux de la veille qu'on fait des trucs Panini où le mec il fait une collection de timbres et qui va la présenter. En vérité, c'est une fierté. Quand tu fais une collection, et je fais des vidéos en ce moment justement sur les collections, quand tu as une collection et que tu as des gens qui viennent et que tu leur fais voir tout ce que tu as, t'es fier. T'es fier d'avoir amassé, t'es fier de l'avoir présenté, de la mettre en valeur et tout. Et là, d'un plaisir que toi tu ressens, quand tu le vois dans le manga avec Big Mom, ça devient un truc totalement horrible. Mais moi je sais pas ce que vous avez ressenti, mais dans le manga, ça m'avait fait assez bizarre. Et là, dans l'anime, c'est encore plus parce que t'entends les mecs, t'entends les gens supplier derrière et tout. C'est un truc de fou. C'est là où tu vois que Big Mom est complètement taré. Et le truc taré, on le revoit quand justement... je suis en train de rigoler parce que j'en repense à ça, c'est complètement fou. Moi je suis content de ma collection et puis imaginez que ça soit des vrais personnages que je rapetisse et que je mets dedans et puis que j'enferme et tout, c'est un truc complètement fou, enfin bref. Et donc Big Mom, on voit sa folie
quand Jaji il dit qu'il s'est promené et qu'elle a dit bah c'est normal qu'il y ait plein de monde ici parce que c'est mon utopie, moi je veux que tout le monde vive heureux au niveau Toadland. Puis il lui dit oui c'est bien mais t'as pas toutes les races parce que là pour l'instant il en manque une et c'est quand même les géants, c'est les mecs d'Elbaf et les géants c'est pas le truc qui passe inaperçu. Et là tu vois qu'avec ses yeux elle devient complètement folle, complètement terrible et c'est excellent, tu vois vraiment qu'elle est tarée. Et après ça reprend justement la future conversation qu'il va y avoir avec Luffy, c'est-à-dire qu'elle ne se présente pas d'elle-même, elle fait ça par Denden Mushi, et là elle est en train de parler au Mugiwara en lui expliquant qu'elle n'a pas oublié ce qu'il lui avait dit au niveau de l'île des hommes poissons, comme quoi qu'il lui avait dit qu'il allait lui latter la bouche et qu'il allait reprendre l'île des hommes poissons. Puis là il se retrouve Luffy en prison, et malheureusement par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y avait cette promesse qu'elle a fait à Sanji qu'elle ne va pas tenir. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'étais totalement... je pensais un petit peu le côté folie où elle allait le dépouiller, couper Luffy, puis le foutre en morceaux, et après le ramener, le faire partir le bateau. Mais non, même pas. Elle va pas le laisser partir vivant, elle va pas le laisser partir du tout. Je pense même qu'il y a le mot exécution qui est dit, donc je pense même qu'elle va vouloir les tuer. Là, ils sont prisonniers. Et Luffy est dans la prison avec Nami. Pedro est occupé avec Brook pour essayer de trouver les routes polyglyphes. Et Chopper, qu'on a eu des informations, est prisonnier avec Carrot, avec Brûlé. Donc là, on arrive dans un moment de bascule de cet arc où ils sont tous prisonniers et il faut qu'il y ait une aide extérieure qui vienne. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir tout seuls. J'ai oublié Sanji qui est au bord d'une fenêtre en train de regarder dehors et espérer que les autres partent en bonne santé. Et lui, il est totalement résigné. Et quand tu vois le Garma où Big Mom dit bien au mec qu'il faut faire attention aux apparences, que c'est seulement qu'une scène de théâtre, on voit qu'il commence à avoir une certaine jalousie entre Big Mom et le Garma. Donc là, il y a quelque chose, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé au niveau du Jinbei, c'est qu'est-ce qui va se passer? Et encore une fois, Luffy dit bien qu'il veut partir pour retourner sur la plaine. C'est-à-dire que même si Luffy arrive à partir, son but, c'est d'aller attendre Sanji. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, tant que Sanji ne va pas se ressaisir, et on espère qu'il va se ressaisir, là, on est dans un statu quo bloqué. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique et analyse. Encore une fois, cette fin de semaine, je serai à la Hero Festival. Donc si vous voulez venir me voir, et ben venez me voir. Si vous voulez pas venir me voir, et ben venez pas me voir. Mais venez quand même à la Hero Festival parce qu'il y a plein de trucs intéressants tout autour. La semaine prochaine, la critique et analyse d'épisode sera seulement que le mercredi. Parce que vu que c'est à Marseille et comme moi j'habite en Normandie tout en haut, j'ai toute une journée de train à faire. Et comme je pars lundi matin, eh bien je devrais faire mardi la critique analyse du chapitre. Et la critique analyse du chapitre est prioritaire par rapport à la critique analyse de l'épisode. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, laissez des commentaires et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.